Allô, bonjour tout le monde. Je suis Madame Fatima. Donc, je vous retrouve pour la dernière semaine des camps d'été Eureka. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous ceux qui m'ont dit bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, l'atelier qu'on va faire, c'est sur le sol et l'environnement. Donc, on a fait pas mal d'ateliers ensemble sur l'environnement. On a vu le cycle de l'eau, on a vu les déchets, on a vu les êtres vivants. Donc là, on va parler du sol dans notre environnement. Alors, tout d'abord, je voudrais que vous vous inscriviez donc au. Je vais vous remettre le Nearpod. Donc, vous avez le lien Nearpod. Donc, vous rejoignez Nearpod. Vous avez le code en haut à droite, à gauche, pardon, à votre gauche. Et donc là, je vois qu'il y a déjà 30 participants. Vous avez cette option-là, ou bien vous allez pouvoir aussi. Je peux vous mettre un autre lien pour rejoindre pour justement avoir la chance de revoir la présentation, revoir la présentation un peu plus tard. Donc, comment ça va aujourd'hui? Tout le monde va bien? On est presque à la rentrée des classes, donc vous devez être probablement très excités. Et je suis certaine que vous avez appris beaucoup de choses pendant tous ces camps d'été Eureka. Donc, pour rejoindre le caout, donc je vais vous mettre, voici le lien. On va faire un caout à la fin, comme d'habitude, on fait un caout à la fin de la présentation. Donc, je vais vous mettre le lien aussi sur le clavardage. Caout. Et le PIN, donc, c'est 3, 4, 4, 1, 7, 1. Alors, qu'est-ce que vous savez sur le sol, les amis? Qu'est-ce que vous savez déjà sur le sol? Je vais vous lancer une question. Donc, imaginez un peu ce que vous avez déjà appris à l'école sur le sol. Donc, j'ai Maya qui est là, Kian, Mila, Kesso, Shin, Zain, Antoine. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Donc, est-ce que vous avez déjà, vous pouvez me dire, si vous n'avez pas encore appris des choses sur le sol, de quoi est composé le sol, qu'est-ce que le sol déjà? Qu'est-ce que le sol? Je ne sais pas si vous arrivez à répondre. Vous pouvez me laisser savoir dans le clavardage si vous avez des difficultés à répondre. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a répondu. C'est là où poussent les fleurs, absolument. C'est là où poussent les fleurs, c'est là où poussent les plantes. Adélaïde. Oui, tu as appris, Baraka, tu as déjà appris des choses sur le sol. Le sol est important pour les plantes. Est-ce qu'il est important uniquement pour les plantes, à votre avis, justement, le sol, est-ce qu'il est important uniquement pour les plantes? Pas de réponse. Oui, oui. Je vous laisse encore une petite minute. C'est bon pour la nature. Le sol, c'est la terre, oui. Le sol, ça aide les plantes à pousser, je sais. On peut planter des plantes. C'est important pour les plantes.
Il est pollué par nous, absolument, Pineapple. Il n'a pas décomposé pour 360 années, ça pollue. Les plantes poussent dedans et deviennent de la boue quand ils puent, les insectes vivent dedans. Excellent, les amis. Yes. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment le sol est composé. On va voir que le sol, c'est la source de la vie. On va voir aussi les différents types de sols, le rôle des vers de terre, et on va faire une petite activité sur le compostage. Donc, on va apprendre à en faire du compostage autrement que ce que vous faites déjà, vous, à la maison. Alors, le sol, est-ce qu'il est vivant ou non vivant? Le sol est-il vivant ou non vivant? Alors là, vous pouvez me répondre sur le clavardage, oui, vivant ou non vivant. Est-ce qu'à votre avis, le sol, est-ce qu'il est vivant ou non vivant? Quand vous prenez une poignée de terre dans vos mains, à votre avis, est-ce que cette terre, il y a des choses qui sont... Est-ce que c'est vivant ou non vivant? Alors, il y en a certains qui me disent que le sol est vivant, d'autres qui me disent qu'il n'est pas vivant. Alors, le sol, est-ce qu'il est composé d'une seule chose? Quand tu prends une poignée de terre, quand tu l'observes correctement, là, observe une poignée de terre, imagine-toi quand tu jouais au parc, tu as pris une poignée de terre dans les mains, qu'est-ce que tu voyais? Donc, il y avait des roches, il y avait des petits morceaux de roches, il y avait peut-être de la terre sous forme de boue, de la terre sous forme de sable, il y avait des feuilles mortes, il peut y aussi y avoir des insectes. Il peut aussi y avoir des insectes qui sont ça. Donc, le sol n'est pas uniquement composé de particules de roches et de matière organique. Donc, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi de l'eau, de l'air et des millions d'organismes vivants. Algues, bactéries, champignons, cloportes, nématodes, vers de terre, calemboles, araignées, escargots, acariens, etc. Donc, c'est vrai que si tu penses au sol en tant que matière, c'est sûr qu'il n'est pas vivant. Mais dans le sol, il y a beaucoup d'organismes vivants qui vivent, c'est leur habitat. Vous vous rappelez, on avait parlé de l'habitat. C'est l'habitat de plusieurs êtres vivants. Donc, est-ce que les vers de terre, on les voit souvent, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir parce que c'est vraiment tout petit, comme les bactéries, les acariens, les nématodes, des fois, bon, les escargots, on les voit, les araignées, on les voit. On voit aussi il y a les fourmis qui vivent sous terre aussi. Donc, un sol est vivant et il est composé donc ce qu'on appelle la macrofaune, la mégafaune. Donc, la macrofaune, c'est tout ce qui est vers de terre, cloportes, fourmis. Donc, c'est des organismes de taille moyenne que tu peux voir aussi à l'œil nu. La mégafaune, tu vois, il y a beaucoup d'animaux qui font leur terrier sous terre. Il y a la marmotte, il y a le lapin, le renard aussi fait son terrier sous terre. Et plus le sol il est vivant, plus il est fertile. Donc, plus tu vas avoir un sol avec beaucoup d'organismes vivants, plus il va être fertile. Fertile, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'une terre est fertile, les agriculteurs utilisent ce terme-là, une agriculture fertile, un sol fertile. C'est que ça va permettre aux plantes de pousser et de pousser en bonne santé. On a aussi ce qu'on appelle la mésofaune. C'est vraiment des tout petits organismes mesurant entre 0,2 et 4 mm. Parmi eux, il y a le myrapode, le némapode, le calembode, l'acarien, la patour. Et donc, ça permet aussi d'avoir une support. Donc, ça permet aux agriculteurs d'avoir un support avec un support de culture qui est riche. Et donc, ça permet aux organismes vivants comme les plantes de pousser. Donc, plus un organisme sera riche, plus une terre sera riche en organismes vivants, plus elle sera fertile. Donc là, maintenant, la prochaine fois que vous prenez un tas de terre dans les mains, essayez d'observer tous les organismes vivants que vous voyez. Essayez même de prendre une petite loupe. Vous serez peut-être capable d'observer la mésofaune et la microfaune.
Alors, on va regarder une petite vidéo sur justement comment ça se passe sous terre. Dans l'univers infini, je suis si petit, ma foi, une simple parcelle de vie. Entends ma petite voix. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 je suis là. Sur la terre tout en bas. Dans le ciel et les étoiles, la planète où je suis née. Vive comme un vaisseau spatial dans la grande immensité. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 écoute-moi. Écoute cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Ben, on a trouvé un papillon mort. Oui, je l'ai enterré dans le jardin et depuis on n'arrête pas d'y penser. Mais faut pas vous mettre dans cet état. Être enterré, c'est déjà le début d'une nouvelle vie. Comment ça, une nouvelle vie? Vous allez voir. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est vrai, quand tu mets un élément sous terre, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui se passe quand tu mets un élément vivant ou même un organisme vivant donc qui ne vit plus sous terre? On va observer qu'est-ce qui se passe avec cet organisme sous. Je suis tout petit, minuscule. Comme ça, on a la même taille, Gaston. Ah ben ça alors. Regarde, Dina. C'est justement sous cette capsule qu'on a enterré notre papillon. Vous savez, les enfants, tout ce qui meurt finit un jour par tomber sur la terre. Comme cette feuille morte, par exemple. À partir de ce moment-là, les équipes de nettoyage et de recyclage interviennent pour emporter sous la terre toutes les matières mortes. Oui, mais comment ça se passe en dessous? Venez, vous allez tout comprendre. Installez-vous dans ce panier. Vous n'avez pas peur? Non. Bon, alors je vais vous descendre avec mon fil très doucement. Colline, t'as pas peur, toi? Bah, un peu aussi, mais je voulais pas trop le dire devant Zina. Regarde! Ça va en bas? Oui, Zina! C'est fantastique! Incroyable! Il y a des millions de petites bêtes! Ce sont les décomposeurs. Regardez bien, ils passent tout leur temps à digérer la terre et tout ce qu'elle contient. Chaque petite bête... Plus fort, Zina! On n'entend pas bien! Chaque petite bête, des plus grosses aux plus petites comme les bactéries et même les champignons, participent au grand cycle de la matière. Ça va, les enfants? Mais qu'est-ce qui se passe? Pas de panique! Vous traversez une zone de racines. Ah bon? Je vous pose. Vous pourrez vous dégourdir les jambes. Waouh! Viens voir, Colline! Qu'est-ce que t'as trouvé? Mince! Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde! Waouh! On dirait des diamants! Hé, faites voir. Oh, mais ce sont les joyaux de la Terre. Vous savez, toutes les matières mortes sont recyclées par la multitude des habitants du sous-sol, qui les transforment en bonnes choses pour nous, les plantes. Tenez, madame. Vous allez voir. Oh, oh, que c'est bon. La plante pousse, les enfants. La plante pousse. Ça marche. Oh, les pauvres chérubins, comme ils sont fatigués. Chut, dormez les petits.
Qu'on soit une feuille morte, un petit brin d'herbe, un morceau de végétal, qu'on soit un insecte, un éléphant ou un autre animal, qu'on soit un zozio, un gros numéro ou qu'on soit une personne, arrive fatalement un jour notre dernière heure qui sonne. Arrive fatalement un jour notre dernière heure qui sonne. Et tout ça finit sous terre. Absolument. Donc, l'eau, le sol, donc c'est où? Ça fait partie aussi du cycle de la vie. Quand on parlait du cycle de la vie, donc tous les organismes vivants finissent par tomber, par arriver sur la Terre ou sous la Terre. Et donc, ça se transforme en, on appelle ça la transformation de la matière, qui va devenir, donc tous les organismes qui se retrouvent sur la Terre, qui tombent sur la Terre, sur le sol, vont devenir de la nourriture pour d'autres organismes. Donc, le sol est aussi une source c'est la source de toute vie. Donc, au tout début de la Terre était juste toute recouverte d'une couche comme ça, c'est comme une couche de roche solide. Et au fur et à mesure qu'il y a des éléments qui tombent sur la Terre commence à se couvrir d'une terre qu'on appelle, c'est une terre qui est ce qu'on appelle le sol. Donc, ce qu'on appelle le sol qu'on a aujourd'hui avec un mélange d'eau, d'air, d'organismes vivants et non vivants. Donc, au fur et à mesure du temps, donc vous avez vu, le sol commence à s'abaisser et se couvrir des organismes. Donc, tous les organismes qui sont tombés sur la Terre commencent à prendre davantage et davantage de place. Jusqu'à ce que là, vous avez vu, ce qu'on retrouve, c'est qu'on retrouve différentes couches. Et la couche supérieure, donc c'est la couche avec les nouveaux organismes. Et les nouveaux organismes vont être donc transportés vers le bas de la Terre et ça va faire comme c'est comme une sorte de cycle. Mais vous avez remarqué que les plantes, vous avez vu sur l'image, les plantes ne peuvent pas pousser sur la première image. Donc, plus le sol va être riche en matière organique, en matière végétale, animale, qui vont être transformées, plus le sol va pouvoir être fertile et laisser la chance aux plantes de pousser et être justement de la nourriture pour les plantes. Alors là, je vous ai mis un lien, donc vous pouvez cliquer dessus. C'est sur les différents types, donc on va l'ouvrir ensemble, c'est sur les différents types de sols. Donc, les géologues ont classé les sols selon différents types. Donc, ce lien-là, vous allez pouvoir le regarder, donc on retrouve l'image aussi. Donc, la formation du sol, ça a été un processus qui a été très long. Ainsi, donc le sol qui est très jeune sera très mince, alors qu'un sol qui est plus vieux est plus épais. Donc là, il y a des personnes qui travaillent, c'est leur métier, c'est des géologues qui observent justement la nature des sols. Et les sols donc, sont composés, donc, essentiellement, on retrouve 4 composants dans le sol, donc de l'eau, de l'air, des minéraux et des matières organiques. Les minéraux, où est-ce qu'on en retrouve aussi? Où est-ce qu'on en retrouve des minéraux? Dans quel type d'aliments on a beaucoup de minéraux? Justement, on te dit, il faut en manger parce que ça te donne des vitamines. Qu'est-ce qu'on doit manger qui nous donne des vitamines et des minéraux? On trouve des minéraux dans l'eau. Donc, les minéraux qu'on retrouve dans l'eau, c'est les minéraux que l'eau puise dans le sol. Je vais regarder vos réponses sur le clavardage. C'est ça, effectivement, c'est dans les plantes qu'on retrouve les vitamines, donc tout ce qui est fruits et légumes. Mais les fruits et légumes puisent leurs minéraux donc sur la terre. Donc la teneur en eau du sol, donc plus le sol sera riche en eau, plus il sera capable de retenir l'eau. On parlera alors d'un sol plus ou moins drainé. Et une faible rétention en eau, donc ça veut dire que c'est un sol il y a des sols qui retiennent bien l'eau, il y a des sols qui retiennent moins bien l'eau. Donc ça c'est utile essentiellement pour les personnes qui travaillent dans l'agriculture. Donc c'est important pour eux de connaître le type de sol dans lequel ils plantent. Même dans votre jardin, souvent vous allez voir dans votre jardin, on va avoir, papa ou maman vont ramener de la nouvelle terre, de la terre qui est plus fertile pour permettre aux plantes de mieux pousser. Donc on peut acheter. Donc les différents types de sols, on va les voir ensemble maintenant. Mais il y a le sol sableux, c'est celui qu'on trouve dans les plages, en général. Le sol limoneux.
Donc, qui convient, vous avez vu, on parle aussi de culture. Il convient à la culture du blé, du maïs et des betteraves. Donc, chaque type de sol convient aussi à un certain type d'agriculture, de culture. Le sol argileux, donc celui-là, on le voit beaucoup parce que c'est un sol aussi qui, on joue beaucoup avec parce qu'il est très collant, le sol argileux. Et sol humifère, c'est un sol qui est très, très, très fertile. Alors, le sol humifère, on va en parler un peu. Ça, on appelle aussi ça, on va en parler un peu. C'est le sol qu'on a tendance à acheter dans des sacs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du jardinage, mais c'est le sol qu'on achète dans des sacs souvent. Quand on veut faire du jardinage, on va rajouter ce type de sol humifère. Et il existe aussi un autre classement. Donc, on va voir maintenant l'autre classement des types de sols. Donc, les types de sols. Donc, on a le sol sableux et limoneux. Donc, on a vu, c'était la façon de... On avait parlé de rétention d'eau et de drainage d'eau. Donc là, vous avez vu, le sol sableux, l'eau circule très rapidement, mais elle remonte tout doucement. Donc là, on a limoneux. Vous avez vu, donc le drainage de l'eau est assez équilibré. Donc, l'eau circule assez bien sur le sol limoneux. Donc, il existe différents types de sols argileux. Donc, du plus clair au plus foncé, ça va être en fonction de la rétention d'eau. Donc là, le sol, plus il va être foncé, le sol foncé, c'est celui dont justement on l'utilise aussi pour faire de la poterie, pour faire des sculptures parce qu'il est très compact. On peut le compacter ensemble. Donc, les sols argileux. Et vous avez vu qu'il y avait le sol humifère, donc le sol composé de beaucoup très fertile. Je l'ai pas mis ici. Alors là, on va voir c'est quoi le rôle. Est-ce que je pense que vous avez tous vu des vers de terre dans votre vie. Le ver de terre a un rôle très important dans tout ce mécanisme de sol. Il mange tout ce qui est débris de plantes, de restes d'animaux enfouis dans le sol qu'il transforme en fertilisant naturel. Donc, on imagine le ver de terre qui vit sous terre. Il va manger tous les débris de plantes et les restes d'animaux qui sont enfouis ou bien sur la terre et il va les transformer en fertilisant naturel. Il habite en dessous de la terre, dans la forêt ou dans les jardins. Il se reproduit, le ver de terre est hermaphrodite. Il forme un cocon. C'est-à-dire, les hermaphrodites, ça veut dire que c'est à la fois un garçon et une fille. Donc, ils se reproduisent très rapidement. Ils se déplacent en rampant au sol pour creuser des galeries souterraines qui améliorent la structure de la terre. Donc, il permet aussi à la terre, le ver de terre, non seulement il transforme, donc il a beaucoup de rôles importants. Il vit sous terre. Il transforme donc tous nos débris, tous nos déchets de plantes en fertilisants naturels. Il permet aussi de créer des petites galeries qui permettent au sol de respirer justement et aussi laisser l'eau circuler et l'air circuler dans le sol. Et il se reproduit assez facilement. Donc, regardez l'action mécanique des vers de terre. Donc là, ça, c'est une reproduction d'un sol extérieur. Donc là, on a tout ce qui est feuilles mortes. Donc ça, c'est au tout début. Tout début, quand tu places des feuilles mortes sur un sol. Donc, le ver de terre, il est là. Vous le voyez, le petit ver de terre, il y en a plusieurs d'ailleurs. Ils vivent tous ensemble. Et ça, c'est les différentes couches de sol naturel. Donc là, le ver de terre, ce qui se passe, c'est qu'il va mélanger les différents types de sols ensemble en mangeant, donc justement en se nourrissant des feuilles mortes et des organismes vivants qui sont morts au-dessus de la terre, et il va faire circuler, tout au long du temps. Il va circuler et il va faire mélanger les organismes qu'il a mangés avec les différents types de terre. Et vous avez vu, ça, c'est ce qu'on appelle des galeries en gris. C'est très intéressant. Si vous avez la chance de créer des ateliers de sciences comme ça à la maison avec des vers de terre, avec une vitre transparente, mettre des couches de terre et puis mettre des vers de terre, vous allez voir que c'est très intéressant la manière dont les vers de terre se déplacent. Et ils se déplacent quand même assez rapidement. Alors là, ce qu'on va voir, on va le voir, je pense qu'on va essayer on va le voir après celui-là. Je vais vous laisser la vidéo, vous pourrez la voir à la maison. On va voir comment on fabrique, justement maintenant, on va voir comment on fabrique ce qu'on appelle un lombricomposteur. Alors, un lombricomposteur, vous pouvez l'acheter.
Moi, j'en avais un dans ma classe. Donc, c'est une espèce de petit bac à 3 niveaux. Et vous pouvez faire du compostage soit à la maison, soit dans vos salles de classe, composter vos aliments directement à la maison et puis ça vous crée de la terre. Donc les vers de terre vont vous donner ce qu'on appelle l'humus, vont fabriquer de l'humus. Ce sera de la terre que vous pouvez utiliser dans vos jardins pour faire donc du jardinage et vous compostez vos aliments directement à la maison. Alors là, on avait vu tout ça, tous ces déchets-là, les amis, est-ce qu'il y en a qui étaient dans mon atelier? Est-ce que vous savez où vont ces déchets-là? Est-ce que à votre avis, ces déchets, c'est des déchets qui sont recyclés? C'est-à-dire qu'on les transforme pour créer des nouveaux produits ou bien est-ce qu'on se rappelle quand on a fait l'atelier sur les déchets? Je vois des réponses. Oui, donc ça va au centre. Malheureusement, ces déchets-là vont soit dans un incinérateur, ils vont être brûlés, ou bien on va les mettre sous terre. Donc imaginez les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. Donc ces déchets-là vont aller sous terre dans un centre d'enfouissement. Mais on peut aussi sauver un peu de ces déchets-là en faisant donc du compostage, en recyclant, en récupérant les matières organiques que nous produisons. Le lombricompostage est une manière de composter en intérieur qui repose sur l'utilisation de verres spécialisés dans la décomposition de la matière organique. Donc, il existe différents modèles de lombricomposteurs, dont voici quelques exemples. Il y a le monobac en bois pour une personne, le multibac en plastique recyclé pour une famille sur roulette, et un autre multibac en plastique dans un coffre en bois. Donc vous pouvez également fabriquer votre propre lombricomposteur. Pour cela, il vous faut 3 caisses, 2 grandes et une petite, ainsi qu'un couvercle. Il vous faut également une perceuse avec un fourret de 6 mm et un fourret de 1 mm. Il faut donc percer le fond des grandes caisses avec des trous de 6 mm espacés de 2 cm. Et également des trous de 1 mm sur le haut des bacs. Les 2 grands bacs sont donc percés en dessous et sur les côtés. Et le petit bac servira à récupérer les jus. Alors pour commencer, on va déposer une couche de carton. Ensuite, on va ajouter les verres. Il faut environ 500 verres pour 2-3 personnes et par poignée, on a une centaine de verres. Ensuite, on dépose une couche d'épluchures de fruits et légumes. On recouvre soit d'un couvercle, soit d'un tissu pour permettre une bonne aération. Donc les verres vivent dans l'obscurité et à température ambiante entre 15 et 25 degrés. Au bout de 3 semaines, on remarque que les verres ont fait leur travail et que les épluchures sont en partie décomposées. Et donc on va pouvoir continuer les apports régulièrement tous les jours. Donc au niveau des apports, on va pouvoir mettre des épluchures de fruits et légumes, du marc de café, des coquilles d'œufs, ainsi que du carton ou du papier. Donc il est important de bien fractionner les apports en petits morceaux et de mettre en volume autant d'épluchures que de carton. En revanche, on ne met pas les agrumes qui sont trop acides pour les verres, ainsi que l'ail, l'oignon et l'échalote qui sont vermifuges,
Et les vers n'aiment pas non plus la viande, le poisson et les produits laitiers. Donc une fois que le bac d'apport est plein, on va pouvoir mettre un deuxième bac par-dessus qui deviendra le nouveau bac d'apport. Le bac dont tout devient alors le bac de maturation. Une fois que la matière sera décomposée, les vers vont pouvoir migrer dans le bac supérieur grâce aux trous percés dans le fond du bac. L'aération se fait par les petits trous situés au bord des bacs. Au bout de 6 mois, la matière dans le bac de maturation s'est décomposée, on ne reconnaît plus aucun apport, c'est devenu du compost. Et les jus se sont écoulés dans le bac de récupération. On va pouvoir utiliser le compost pour rempoter les plantes et le jus pour les arroser. Par contre, le jus est très concentré, il va donc falloir le diluer avec de l'eau. Donc pour 1 volume de jus, il va falloir mettre 10 volumes d'eau. Vous obtenez ainsi un bon fertilisant pour arroser vos plantes. Comme le compost est très riche en matière organique, pour l'utiliser, il va falloir mélanger 1 tiers de compost avec 2 tiers de terre. Vous pourrez ainsi rempoter vos plantes. « 30% de notre poubelle est composée de déchets organiques. Au lieu d'être traités à l'usine d'incinération, ces déchets seront valorisés chez soi grâce au lombricompostage. Pour en savoir plus, découvrez le programme de formation gratuite. Alors, donc là, c'est une manière aussi, de faire du compostage à la maison. Donc là, vous avez vu qu'on pouvait fabriquer son vermis. Alors nous, au Canada, on appelle ça un vermicomposteur. En France, ça s'appelle un lombricomposteur. Donc, c'est assez simple. Donc, vous avez vu ces 3 étages de bac. Vous avez besoin des vers de terre, mais les vers de terre, en tout cas pour ma classe, je les avais achetés. Donc, vous pouvez acheter des vers de terre et puis vous allez voir au bout de juste 1 mois, vous avez déjà ce qu'on appelle du humus pour vos plantes. Et donc, le liquide qui descend, comme elle vous a dit, vous pouvez l'utiliser comme fertilisant, c'est-à-dire c'est de la bonne, c'est comme de la nourriture pour vos plantes. Alors, on va regarder la vidéo sur une dernière vidéo et on va passer au caout. Ah, dans l'autre sens. Dans l'univers infini, je suis si petit, ma foi, une simple parcelle de vie. Entends ma petite voix dans le ciel et les étoiles. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 écoute-moi. Écoute cette histoire-là. Dis, Colline, pourquoi t'as acheté ta poupée, là? Ben, parce qu'elle est moche, elle est vieille. Puis, j'aimerais bien en avoir une toute neuve. J'en ai marre de celle-ci. Où tu crois qu'elle va aller, ta poupée, après les grandes poubelles? Oh, laisse-moi dormir. Gaston, t'es où? Qui es-tu? Eh ben, devine. Un acre? Oh non, pas du tout. Alors, un monstre? Non, encore moins. Mais alors, t'es quoi? Mais je suis tout bonnement la terre, pas de panique. Oui, c'est la terre. Celle que vous avez sous les pieds. C'est elle qui donne naissance à tout et vers qui tout retourne un jour ou l'autre. Même ce qui a servi à fabriquer ta poupée, ma petite. C'est le grand cycle de la nature. Raconte, Dina. Eh bien, tout ce qui pousse sur la terre tire sa nourriture du sol pour grandir. Tiens, regarde cet arbre qui vient de sortir de la terre. Qu'est-ce qui va lui arriver en automne? Eh bien, son feuillage va jaunir, tomber et pourrir. Et les feuilles mortes, ce sont des déchets qui retournent se mélanger progressivement à la terre. Et ça,
c'est bonnard pour ses petits pieds. Chaud l'hiver et frais l'été. Comme les autres vivants, l'homme produit des déchets. Tiens, Colline, regarde ton petit frère Gaston. Lui aussi, il a quelques petits déchets à éliminer. C'est naturel. Naturel. Jusqu'au jour où les hommes se sont mis à inventer et fabriquer toutes sortes d'objets qui ont tous fini un jour à la poubelle. Et moi, je suis la bonne patte pour tout nettoyer, ben voilà. Ne te fâche pas. On le sait que tu fais beaucoup pour nous débarrasser de nos déchets. Vous savez, les enfants, la Terre est capable de s'adapter et pourrait digérer pratiquement tout ce qu'on rejette. Le problème, les petits gars, c'est qu'on nous laisse pas le temps. On n'y arrive plus. La Terre a raison. Aujourd'hui, on fabrique de plus en plus de choses difficiles et même impossibles à digérer. Et on rejette des quantités de plus en plus grandes de déchets toxiques. C'est carrément l'indigestion. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, Zina? On cherche des solutions. On peut par exemple récupérer le verre et le fondre pour fabriquer de nouvelles bouteilles. On peut collecter les vieux journaux et le carton pour faire de la pâte à papier. On peut recycler les métaux et aussi mettre de côté les piles usées qui contiennent du mercure très poison. Eh ben, c'est toujours ça de moins pour ma pomme. Oui, mais c'est pas suffisant. Ah oui, c'est à chacun de bien réfléchir avant d'acheter quelque chose. Parce que c'est la vraie solution pour réduire un peu ce qu'on jette à la poubelle. Eh oui. Mais c'est ma poupée, là! Il va l'avaler! C'est la mienne! Oh là! Rends-lui sa poupée! Tiens, c'était moi une qu'elle passe à la moulinette. T'as de la veine, ma petite. Merci, la Terre. Eh bien, tu vois, Zina, finalement, je l'aime bien comme ça, ma poupée. Je vais la garder. Mais pourquoi diable on a toujours envie de ce qu'on n'a pas? J'ai un petit bateau en bois, taillé avec mes 10 doigts. Non, j'ai pas besoin pour rêver d'une machine préfabriquée. Alors, les amis, c'est quoi le message c'est quoi le message de cette vidéo, de la dernière vidéo qu'on a? Comment est-ce qu'on pourrait protéger notre sol et justement notre environnement? Comment est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'il disait le sol? Le sol, il disait il est capable de transformer beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est quoi maintenant? Pour que la Terre puisse se reposer un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous pourriez me... Alors, je vais vous mettre une activité sur Nearpod où vous allez pouvoir répondre. Que peut-on faire pour protéger le sol? Alors, on a eu pas mal d'idées aujourd'hui. Et donc, tout notre environnement ça va arriver. Donc, vous allez pouvoir répondre directement sur le sondage que j'ai mis sur Nearpod. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Maya, Kian, Mila, Casso, Zayn, Oda, Peter et Alice, pour protéger le sol? Qu'est-ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui à la maison pour protéger le sol, pour permettre aussi au sol de produire justement toute cette matière qui nous permet de vivre et qui permet aux plantes de pousser? On pourrait composter. Oui, il y a différentes façons de composter. Comme si vous pouvez soit avoir des poubelles de compostage dans votre ville, soit faire du vermicompostage ou du lombricompostage, soit faire votre propre compostage. Si vous avez un jardin, vous pouvez acheter un petit composteur, un petit bac et composter. Recycler les déchets, très important. Vous avez vu, les déchets sont transformés. On avait vu dans le précédent atelier, mais le métal est transformé, le verre est transformé, le plastique est transformé, le papier est transformé. Donc, vous avez des gros éléments comme ça qui peuvent être
qui peuvent être transformés. Donc, recyclez-les. Une chose très importante, vous avez appelé la petite fille. La petite fille on pourrait recycler. La petite fille avait dit quelque chose par rapport à sa poupée. On peut recycler les déchets. On peut faire un jouet pour jouer. Oui, c'était la question de la consommation. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir tout ce qu'on a actuellement? On peut donner au sol du compost. Alors, ça va être très important aussi. La question aussi, c'est qu'il faut faire attention à notre consommation. On utilise, au lieu d'acheter par exemple des piles, on va essayer d'acheter des piles qui sont rechargeables, qu'on peut recharger, qu'on peut réutiliser. On va essayer aussi de réutiliser des jouets. Au lieu de jeter les jouets à la poubelle, on peut les donner. On va réfléchir avant d'acheter un nouveau jouet. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi quand tu grandis, par exemple, que tu fasses quelque chose avec ce jouet-là. Ne pas gaspiller, absolument. On va essayer de ne pas gaspiller au maximum. Recycler les déchets. Bravo, bravo à ceux qui ont répondu. Alors, on va arrêter l'activité maintenant et on va passer au Kahoot. Alors, le Kahoot, donc je vous avais partagé le code. On va voir combien d'amis sont déjà sur le Kahoot. Donc, j'ai 18 joueurs. Je vais vous laisser encore 3 petites minutes pour ceux qui ne sont pas encore sur le Kahoot. Donc, le code du Kahoot d'aujourd'hui, c'est 3, 4, 4, 1, 7, 1. Donc, je vous rappelle, Kahoot, c'est une activité pour apprendre. Et évidemment, on essaye de faire de son mieux pour donner la bonne réponse. Mais c'est vraiment une activité pour apprendre et revoir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, j'ai 19 joueurs. Là, j'ai quand même 93 participants, voire plus. Essayez de vous connecter. 24, très bien. On va commencer donc dans 1 minute. Vous pouvez toujours rejoindre le Kahoot pendant la session de Kahoot parce que le code apparaîtra sur le Kahoot. J'ai 43 joueurs, très bien, 44. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, 0. Le sol dans l'environnement Eureka. On a 11 questions. Le compost est bon pour les plantes. Vrai ou faux? Le compost est bon pour les plantes. Vrai ou faux? Il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Très bien. Bonne réponse. Le compost est bon pour les plantes. Donc, faites du compost. Il y a même des villes qui donnent du compost gratuitement. Donc, faites du compost. Partagez. Si vous avez beaucoup de compost, vous pouvez toujours partager le compost avec vos voisins s'ils ont un jardin. Donc, le compost est très bon pour les plantes. Morgane est en tête. Certains insectes maintiennent le sol en santé. Il y a certains insectes qui permettent de maintenir le sol en santé. Vrai ou faux? Donc maintenant, la prochaine fois que vous allez regarder un tas de terre, quand vous allez au parc ou faire un pique-nique, regardez tous les organismes vivants qui sont dans la terre. Vous allez voir que c'est pas mal un bon habitat, la terre. Évidemment, plus la terre va être polluée, moins les organismes vivants vont pouvoir vivre dans cette terre-là et malheureusement, il n'y aura plus ces organismes vivants. Très bien, je vois que ça va vite. Bravo, ce matin, vous êtes en forme. 42, 43, 44 réponses. Certains insectes maintiennent le sol en santé. Effectivement, c'est vrai. Les insectes, ils permettent aussi, comme les vers de terre, ils permettent de garder le sol en bonne santé. On a les trois mains qui est en tête maintenant. Je ne connais pas ton nom. Les humains aident toujours le sol à rester en santé. Est-ce que c'est vrai que les humains sont des bons protecteurs du sol? Vrai ou faux? Les humains aident toujours le sol à rester en santé. Vrai ou faux? Alors, faire très attention à ce qu'on verse. Et justement, comme on avait parlé des poubelles, donc quand vous jetez des choses comme des piles, comme de l'acide, comme des huiles, eh ben, tout ça, malheureusement, ça finit dans le sol parce que c'est liquide. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dans nos poubelles qui vont vers l'enfouissement ou qui vont aller sous terre parce que, justement, ça va finir par aller dans la terre. Et puis, est-ce que les humains aident toujours le sol à rester en bonne santé? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donnez-moi vos réponses. C'est faux. C'est vrai qu'il y a des humains, on essaye, il y a des gens qui essayent de faire de leur mieux, mais globalement, on a encore beaucoup de travail à faire pour respecter l'environnement. Kini et Neve, bravo. Vous travaillez en équipe. Composter, c'est transformer les déchets organiques en humus. On se rappelle, on avait parlé de ce mot, le humus. Composter, c'est transformer les déchets organiques en humus. On avait vu, il y avait un type de terre qui était très fertile, très riche, les sols humifères. Vous vous rappelez les sols humifères? Il y a un petit mot dans humifère qui ressemble beaucoup à humus. Est-ce que composter, c'est transformer les déchets en humus? Est-ce que vous avez déjà vu d'ailleurs le résultat du compostage, à quoi ça ressemble? C'est une terre qui est très, très foncée. Et ça sent pas mauvais. Est-ce que vous savez que ça sent pas mauvais le compost? C'est pas une odeur. Moi, j'avais un vermicomposteur dans ma salle de classe. Ça n'a jamais senti mauvais dans ma salle de classe. Donc, ça sent le humus. C'est un sol qui est très très foncé, très très riche en organismes. Et moi, je l'avais utilisé pour planter des petites plantes dans ma salle de classe. Et puis, écoutez, c'est très fertile. Elles ont poussé ces plantes. C'est vrai, composter, c'est transformer les déchets en humus. Donc, la prochaine fois quand vous allez finir, vous allez voir du compostage, vous allez acheter du compost en magasin. Le compost, c'est de l'humus. Alors, j'ai Jafsi qui remonte en tête. Kaka, il a eu 4 réponses correctes d'affilée. Bravo, Kaka. Un caillou, de l'argile, du sable, du limon sont des exemples de... Alors, un caillou, de l'argile, du sable, du limon sont des exemples de matières organiques. C'est des êtres vivants ou des matières non vivantes? Est-ce qu'un caillou,
de l'argile, du sable, du limon, c'est vivant, non vivant ou c'est une matière qui est organique, c'est-à-dire c'est une matière qui pourrait être transformée par un autre organisme et qui fait partie justement d'un cycle. Il reste 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est non vivant, les amis. Les cailloux, est-ce que le caillou est vivant? C'est non vivant. Donc, bravo, quand même, j'ai pas mal de bonnes réponses. Donc, là, le caillou, l'argile, le sable, le limon sont des exemples de matières non vivantes. C'est ce qui va, c'est dans le sol. Ça vit avec des matières vivantes, mais ce n'est pas vivant. Ça ne respire pas. Ça ne mange pas. Ça ne meurt pas. Et ça ne fait pas de bébé. Un coléoptère, un os de chien enterré, un os de chien enterré et une graine qui germe sont des exemples de matière. Un os que le chien a enterré sont des exemples de matière vivante, matière non vivante ou des particules. On parle ici de matière vivante ou non vivante ou particules. On avait vu l'atelier sur les êtres vivants, donc vous pouvez toujours revisionner les ateliers sur la page Facebook de Mon Eureka. Je vais vous donner le lien tout à l'heure. Et vous pouvez toujours revisionner les ateliers que vous avez manqués. Donc, on avait fait un atelier sur les êtres vivants et non vivants. C'est une matière vivante. On parle ici pas donc on a parlé des êtres vivants et non vivants. Ça, c'est une matière qui est vivante, qui peut être transformée, qui va se transformer. Et un coléoptère, c'est un insecte qui est vivant. Bravo, Jasvi, il continue sa tête de course. Pourquoi est-il important de ne pas polluer notre environnement? Pour avoir de bonnes eaux et un bon environnement en santé, de la bonne eau et un bon environnement en santé, pour pouvoir manger de la pizza chaque jour, pour réduire les déchets que tu jettes à chaque semaine. Pourquoi est-il important de ne pas polluer notre environnement? Pour avoir de la bonne eau et un bon environnement en santé, pour pouvoir manger de la pizza à chaque jour, ou bien pour réduire les déchets que tu jettes à chaque semaine. Donc là, je vous dis pourquoi. Je ne te demande pas comment, je te demande pourquoi. C'est important. Il reste 5 secondes. 3, 2. Pour avoir de la bonne eau et un bon environnement en santé. Donc, c'est important, si tu pollues l'environnement, en fait, ça va jouer contre toi parce que tu vas avoir de l'eau qui ne va pas être bonne et tu vas avoir un environnement qui est en mauvaise santé. Les engrais chimiques sont toujours bons pour la santé du sol. Les engrais chimiques sont toujours bons pour la santé du sol. Vrai ou faux? Prends une chaise, prends une chaise. Les engrais chimiques sont toujours bons pour la santé du sol. Vrai ou faux? On parle de produits chimiques. Est-ce que les produits chimiques sont bons pour la santé du sol? Alors, on se rappelle, le sol est composé d'organismes vivants. Et donc, est-ce que pour toi, les choses chimiques sont bonnes pour toi?
Toi, tu es vivant. Il reste 5 secondes. C'est faux. Les engrais chimiques ne sont pas toujours bons pour la santé du sol. Il reste 3 questions. Par leur action, les humains déterminent si le sol sera en bonne santé ou malade. C'est par leurs actions que les humains déterminent si le sol sera en bonne santé ou malade. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est nous qui pouvons rendre le sol en bonne santé ou est-ce que c'est nous qui rendons le sol malade? Est-ce que c'est nous qui rendons le sol malade? Par leurs actions, les humains déterminent si le sol sera en bonne santé ou malade. Il reste 20 secondes. C'est vrai. C'est nous qui pouvons changer c'est notre rôle en fait de protéger l'environnement. Alors, quel type de sol est le meilleur pour la plupart des plantes? Alors, on a vu quel type de sol est le meilleur pour la plupart des plantes? Le sol argileux, le sol sablonneux ou le terreau? Le terreau, ça ressemble aussi au sol humifère, qui est riche en humus. Donc, quel type de sol est le meilleur pour la plupart des plantes? Est-ce que c'est le sol argileux, le sol sablonneux ou le terreau? Ah, je m'excuse, je suis de retour. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, j'ai eu un problème technique. Alors, dernière question. La composition du sol est partout la même. Est-ce qu'elle est partout la même, la composition du sol?
Allô? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je pense qu'il y a eu un petit problème technique. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous pouvez m'écrire si vous m'entendez encore? Parce que j'ai eu un petit problème de déconnexion avec mon ordinateur. Okay. Alors, on va retourner. On a fini de toute façon la leçon pour aujourd'hui. Alors, vous avez accès au sondage. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous m'entendez encore ou pas? J'ai 62 participants. Et écoutez, on va finir avec donc, le sondage. Je vais vous mettre le lien sur le clavardage pour que vous puissiez répondre. Donc, c'est important de répondre au sondage pour qu'on puisse améliorer la qualité et répondre justement davantage à vos besoins au niveau de des camps d'été. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous me voyez, vous m'entendez? Donc, qu'as-tu pensé de l'atelier aujourd'hui? Donc, répondez au sondage dans le clavardage. Donc, service Eureka et médias sociaux. Donc, au cours de l'année scolaire, Eureka offre gratuitement de l'aide aux devoirs, du tutorat, des exercices d'enrichissement. Donc, visite moneureka.ca pour t'inscrire. Il vous reste encore 3 jours d'atelier. Donc, demain, vous aurez un atelier sur les organismes vivants. Puis, vous allez encore avoir des ateliers sur Minecraft et Lego. Donc, pour te connecter aux médias sociaux, donc va sur Facebook @moneureka.ca. Tu pourras voir les vidéos des différents ateliers qui se sont passés durant tout l'été. La page Twitter @moneureka et sur Instagram moneureka.ca. Et puis n'hésite pas à partager tes commentaires ou tes réalisations suite au visionnement du camp avec l'hashtag camp d'été Eureka. Et je te remercie donc pour aujourd'hui et je te souhaite une bonne journée.